Bien, bonsoir. Ce soir, on va être coopératif. 60 jours collaboratifs, c'est un film qui est tout à fait, je dirais, dans le droit fil de ce que nous essayons de faire à chaque séance. C'est-à-dire, non seulement bien sûr proposer un film et en débattre, mais surtout suggérer quelque chose de positif. Faire en sorte que quand vous allez sortir, vous sortiez avec des idées nouvelles, des projets nouveaux. Et ça tombe bien, puisque vous savez qu'on essaye de faire dans le circuit court, nous aussi, hein, et toutes les initiatives locales intelligentes, utiles, sont bonnes à prendre. Et ça tombe bien, puisque à Draguignan, dans le cadre coopératif, il y a une initiative naissante qui correspond pile poil à ça, et elle sera présentée, portée par son président illustrissime, Frank Schferrer, pardon, hein, voilà. mais si, Monsieur le Président, entre présidents, hein, voilà. Et donc, Franck est en train de mettre en place, pas tout seul, une coopérative de consommateurs qui s'appelle les potes Iron. Les potes Iron. Coopérative de consommateurs qui, vous savez, c'est le principe où, moyennant quelques heures par mois, où tour à tour vous êtes caissière, vous rangez les articles en rayon, etc., ou chauffeur-livreur, eh bien ça permet de réduire les coûts de 30 à 40%. Ça, en même temps, ça permet aussi de s'adresser à des producteurs locaux et de prolonger certaines initiatives comme les AMAP, etc. Enfin, c'est la même philosophie. Il va être rejoint par Antoine Sévenot. Antoine Sévenot, c'est, alors, pour employer un terme classique, un commissaire aux comptes. En fait, pour le mouvement coopératif, c'est un réviseur. Donc c'est quelqu'un qui, chaque année, examine les bilans des sociétés coopératives, et non seulement fait ce travail, mais en même temps les assiste, les conseille dans leurs orientations économiques, leur stratégie de développement pour l'année à venir. Voilà. Pour ma part, je suis gérant d'une SCOP qui est à Draguignan, et donc c'est mon réviseur. Voilà. Alors, il vient des Alpes-Maritimes, je pense que ceci contribue à expliquer qu'il ne soit pas encore arrivé. Il va nous rejoindre probablement dans le courant de la projection. Et il animera le débat avec vous, avec Franck et tous ceux qui le voudront. Voilà. Juste un mot, vous dire que nous avons été cafetés. Il y a une émission que vous connaissez qui s'appelle Carnet de campagne sur France Inter. Et donc, à l'occasion du passage de l'émission dans notre département, une dame qui est dans cette salle nous a cafetés. Et donc, eh bien, vous aurez, si vous avez du temps à perdre, vous aurez 10 minutes à me supporter un jour de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore lequel. Et j'essaierai à partir de 12h30. Et voilà, j'ai essayé de présenter à peu près l'association, ce qu'on fait, le pourquoi du comment, etc. Voilà, tu voulais ajouter quelque chose, Gérard, ou tu veux te réserver pour tout à l'heure, pour les séances suivantes? Les séances suivantes, oui. Bon, tu veux le faire maintenant ou tu veux le faire plus tard? Je vais être très court. Mais je préfère comme moi, je suis toujours très court. Et puis s'il y en a qui partent, ils vont pas entendre, vous comprenez? Oui, je voulais vous annoncer la prochaine séance qui aura lieu le 22 mars. Non, je dis une bêtise. Le 16 mars, le 22 c'est aujourd'hui. Le 16 mars. Qui est une séance qui devait être présentée et animée par des élèves du lycée de l'Orgue qui nous avaient dit être intéressés par cela. Et puis, début janvier, ils nous ont téléphoné en s'excusant que courant mars, il y a des bacs blancs et que donc ils déclinaient pour pouvoir se consacrer, bien entendu, à leur bac blanc. Donc nous les avons rassurés, bien entendu. Alors ils avaient choisi comme thème, et comme film, et surtout comme thème, le traitement des déchets nucléaires. Et donc nous avons tenu à garder un petit peu le thème qu'ils avaient choisi.
Et on l'a pas fait exprès, mais nous sommes en plein dans l'actualité. Si vous avez suivi l'actualité depuis ce matin, nous avons choisi comme film À Bure pour l'éternité. Et donc le film sera en droite ligne de l'actualité, c'est-à-dire la zone de Bure, la ZAD de Bure. Comment ? Ben, ce matin, vous avez pu entendre sur les médias que la ZAD de Bure a été évacuée par les forces de l'ordre. Voilà. C'est-à-dire les gens qui protègent cette zone pour empêcher qu'on creuse pour enfouir les déchets nucléaires. Voilà, donc notez bien, si cela vous intéresse, le 16 mars. Ça sera notre dernière séance à l'orgue, mais ça n'est pas notre dernière séance de l'année en ce qui nous concerne. Je peux d'ores et déjà vous annoncer une autre qui aura lieu le 25 mars au cinéma La Tomette de Salerne et qui tournera autour du dernier film de Yannis Youluntas, pour ceux qui le connaissent, un metteur en scène grec. Et il nous présentera, puisqu'il sera là, il nous présentera son nouveau film qui s'intitule L'amour et la révolution. Voilà, donc nous le faisons pas seul, nous le faisons en collaboration avec d'autres associations telles que l'Embarcadère et bien d'autres associations qui ont accepté depuis l'année dernière de travailler à certains moments de l'année en commun avec d'autres associations, comme je vous l'avais dit la dernière fois, sur notre territoire avec les mêmes valeurs. Voilà. Voilà, je m'arrête là. Oui, pour compléter ce que vient de dire Gérard, je voudrais dire que donc pour la prochaine séance, il est possible, c'est pas certain, mais il est tout à fait possible qu'un jeune qui était à Bure encore hier soir vienne expliquer la démarche des zadistes locaux. Le hasard a voulu qu'il rentre chez ses parents avant l'intervention de la gendarmerie. Donc, il est libre de pouvoir s'exprimer. Voilà. Je voudrais saluer donc l'arrivée d'Antoine Sevenot, dont je vous ai parlé à l'instant, et qui co-animera tout à l'heure avec nous. Tant que j'ai la parole, et avant le film, je voudrais, puisqu'on a un petit peu évoqué le futur, d'abord vous dire deux choses supplémentaires. La première, c'est que nous allons organiser à l'horizon de l'année prochaine, mais ou dans le courant de cette année, une campagne d'adhésion pour notre association, de sorte à ce que nous puissions plus facilement communiquer, envoyer des informations les uns aux autres et associer toutes les personnes qui voudraient à la réflexion autour notamment des programmations, des contenus, de l'organisation des séances, etc. Voilà, donc si cela vous intéresse, vous pouvez parfaitement anticiper l'appel et nous rejoindre de façon à ce que nous puissions développer cela. Autre chose, vous dire que nous nous présentons un petit peu comme une sorte de laboratoire d'idées. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais enfin, on essaye d'innover avec toujours cette idée du débat et du positif. Ce qui fait que nous avons le projet, à l'horizon de la fin de cette année, d'organiser un festival avec en particulier l'appui et le soutien d'un cinéaste varois qui s'appelle Christian Philibert, qui est un ancien élève du lycée de l'Orgue et que vous connaissez peut-être parce que c'est lui qui a fait les 4 saisons des Spigoules, ou bien qui a fait un documentaire avec pas mal de films d'archives, 15 août 44, L'autre débarquement, qui vient d'achever un documentaire sur l'affaire Yann Piat. Enfin, vous voyez, c'est un cinéaste qui s'intéresse à des faits qui marquent notre territoire. Et il a accepté donc le principe de nous accompagner pour la première édition de ce festival que nous imaginons durer environ un week-end, avec, disons, un double aspect. Un aspect autour de sa filmographie, quelques-uns de ses films, dont on pourra discuter avec lui le premier soir. Et puis le deuxième volet pourrait être la définition d'un thème qu'il convient de définir, qu'on définira avec lui,
et faire en sorte que ce thème puisse être traité d'autres manières que par le cinéma, par le théâtre, par l'exposition, par le conte, par ce qu'on veut, et également dans la même idée que celle que vient de vous suggérer Gérard, avec des associations amis entre guillemets, de sorte à ce que ce puisse être là encore l'occasion de rencontres et pourquoi pas l'élaboration et la naissance de projets nouveaux qui iront dans un sens humaniste. Voilà, j'en ai terminé, on place au film et à tout à l'heure. 1, 2, 1, 2. Eh bien, bonsoir tout le monde. Deuxième partie de la soirée, notre débat traditionnel. Et donc, j'appelle à mes côtés les deux intervenants, Franck et Antoine. Voilà, s'il vous plaît. Alors, vous allez vous présenter rapidement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement. Hein. Donc, je vous rappelle le principe, des questions assez courtes ou des interventions aussi limitées de préférence, de telle sorte que nos intervenants puissent réagir et échanger et que tout le monde puisse participer. Donc, je vais vous demander de vous présenter tous les deux, un après l'autre bien entendu, et ensuite, je vous demande de débriefer sur le film d'abord. Hein, donc vos analyses, vos commentaires, voilà, les idées que cela vous donne. Et dans un second temps, on va parler de vos expériences propres les uns et les autres, et on va débattre avec la salle. C'est d'accord? Pas de... Bon. Alors Franck, puisque tu as le micro... Ça marche? Oui, ça marche. Alors, maintenant vous allez parler dans celui-là. Ah d'accord. Ok. Donc bonsoir, Franck Schwarer, donc j'habite Draguignan. J'ai quelques années d'expérience dans l'action sociale, donc l'aspect collaboratif, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et là, je suis en train, avec les membres de la coopérative, de monter un projet donc de supermarché participatif. Voilà. Donc je ne développe pas, puisque ça sera après. Oui. Je laisse la présentation ou le débriefing sur le film. Le débriefing. Le film, ça, bien sûr, ça fait écho par rapport au projet que nous menons, avec toutes les questions qui tournent autour de cet aspect collaboratif, coopératif, les difficultés aussi rencontrées. Ça ne répond pas à tout, ça a ses limites, c'est nouveau, donc ça nous interpelle, ça nous questionne. C'est ce qui rend intéressant la chose, je trouve. Nous, dans le projet du supermarché, la question tourne autour de notre consommation, bien sûr, mais aussi de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on le nourrit. Ouais. Comment on le nourrit, voilà. Comment on va faire vivre ça ensemble. Il y a à un moment donné, la petite coopérative là à Paris, qui peut ressembler un peu à ce qu'on va faire. C'est vrai que venir quelques heures, pas travailler puisque ça sera de manière bénévole, mais participer à la vie d'une coopérative, comment je vais l'intégrer dans mon quotidien? Voilà, à partir de quand je vais pouvoir y aller, à quel rythme et tout ça. Rien que ça, c'est des petites questions qui peuvent paraître complètement anodines. Mais moi, dans le retour de quelques membres, ça pose déjà de grandes questions sur son organisation, sur son investissement, sur son engagement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui rend intéressant la chose, puisque à travers ça, on va tous se poser ces questions-là et essayer d'y amener des réponses. Voilà. Au-delà de l'aspect après, mais ça on le développera, de l'approche de la consommation des produits autour du bio, autour des circuits courts, autour des producteurs locaux et tout ça. Voilà. Donc je m'y retrouve bien, un peu j'appelle ça des fois la théorie du bordel ambiant, où tout se mêle. Voilà, entre questions-réponses, les non-réponses des fois. Donc c'est vrai qu'on s'y retrouve bien. À travers le projet qu'on essaye de mener, on est en plein dedans. C'est vrai qu'il y a un aspect qui n'est pas tellement abordé, c'est aussi toute l'approche, puisque on reste quand même régi par des démarches administratives. Et c'est vrai que le collaboratif, dans les démarches administratives, on est dans une jungle. Enfin, j'ai mis à peu près, on a mis, parce que j'ai pas été tout seul, quasiment 6 mois à monter la coopérative. Entre les questions des institutions, ils ne savaient pas où nous caser, en gros, puisqu'on ne répondait pas forcément à des critères auxquels ils avaient l'habitude de traiter. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à un moment donné les limites du système actuel. Voilà. Donc je vais passer à ce sujet, on en parlera tout à l'heure des scopes
Et notre ami Jacques Rebière, il pourra vous en parler un petit peu aussi, ce que c'est qu'une SCOP. Antoine. Bonsoir, je m'appelle Antoine Sévenot, je travaille donc pour l'Union régionale des SCOP de la région PACA depuis à peu près 7 mois et je viens d'un monde hyper-capitaliste, du monde financier. J'ai travaillé longtemps dans la banque, j'ai travaillé pour une petite entreprise qui conseillait des gens très riches et j'ai basculé il y a à peu près 7 mois de cœur, d'envie, de quête de sens dans ce monde coopératif. Et alors je l'exerce sur les Alpes-Maritimes, je l'exerce aussi sur la moitié du Var. Et mon travail consiste en fait à aider les SCOP existantes, comme LC2R, les aider à se développer, les aider à résoudre leurs problèmes et trouver aussi d'autres SCOP à se créer, d'autres coopératives. Il n'y a pas que les SCOP, il y a les SIC aussi. On en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Et j'ai un engagement associatif de longue date dans l'environnemental d'abord, dans le social aussi ensuite. Donc voilà un peu mon cheminement et mon arrivée dans ce monde coopératif. Alors ce film, il me parle beaucoup parce que l'économie collaborative, je la pratique depuis longtemps, régulièrement. J'y crois beaucoup. Ça fait partie de ce monde auquel je crois beaucoup pour demain, pour faciliter, nous sortir des difficultés dans lesquelles le monde se trouve aujourd'hui. Je pense que l'économie collaborative, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, que vous connaissez peut-être, tout ça, ce sont des sujets de présent, mais vraiment des sujets d'avenir. Voilà, donc après cette présentation et ce petit débriefing sur les films, la parole est à la salle, en mode interactif. Les premiers candidats pour ces échanges. Allez, voilà. Au fond là-bas, micro. Et Gérard, il doit être sur l'ordi là-haut. Bon, moi, je me fais 2 réflexions. D'une part, le patron là, de Top Chef qui dit que c'est pas pour des emplois pérennes, mais qui paye plus les gens qui font plus d'heures. Donc, je trouve qu'il y a une contradiction. Et d'autre part, je regrette vraiment que, par exemple, Blablacar soit devenu quelque chose d'hyper commercial. Donc, au départ, c'est quelque chose de bien, et finalement, ça devient un truc commercial. Et vraiment, je trouve ça dommage. Vous intervenez ? Oui, on est dans un monde capitaliste avant tout. Il y a souvent derrière ces idées collaboratives des idées aussi capitalistes et une exploitation qui se fait avec des méthodes du monde capitaliste. Donc il y a l'esprit, il peut y avoir l'esprit, un bon esprit de départ, mais aussi un dévoiement. Et finalement, on se retrouve avec des entreprises qui fonctionnent dans le même but que les autres, quoi. Bah, ça marche, ouais. C'est bon. Ça explose pas. Ouais. Bon. Déplace-toi. Voilà, Jacques, la caméra. Oui, c'est vrai que toutes ces expériences-là peuvent, à un moment donné, dériver sur une approche un peu plus capitaliste ou tout ça. Enfin, il y a des banques coopératives. Hein. Enfin, Crédit Agricole, des choses comme ça, au départ, pouvaient partir d'un bon sentiment. Moi j'ai été à un moment donné pendant longtemps au Crédit Agricole, on m'a jamais demandé mon avis. Hein. Voilà. Donc c'est vrai, on peut tomber dans cette dérive-là, peut-être assez rapidement ou pas. Après on peut borner les projets. Je pense que la façon dont est gérée une coopérative, si on applique vraiment, mais là Antoine pourra mieux en parler, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui. Donc il y a aussi des règles à appliquer. Je pense que les membres d'une coopérative sont là aussi pour le rappeler. Moi en tant que président, je ne suis pas élu à vie, je peux être viré du jour au lendemain. Voilà, on met des garanties à un moment donné. Donc c'est aussi travailler ça avec les membres, ne pas avoir peur aussi du retour des membres. Je pense qu'on a chacun son ego, mais des fois ça fait du mal, mais savoir écouter, savoir prendre ce qu'apporte l'autre, c'est aussi un des enjeux de ce type de projet. Autant de membres seront présents, autant d'idées pourront être développées.
l'idée d'une coopérative, nous, autour de l'alimentaire, enfin de la consommation de tous les jours, on imagine déjà que ça pourra se développer sur d'autres actions. Il y a un exemple à Paris où ils commencent à réfléchir sur l'organisation d'une crèche pour des maires, pour permettre aux maires de venir participer à la coopérative. Voilà, donc on est ouvert vraiment à toute expérience, sans forcément rechercher à tout prix le gain pour le gain. Hein. C'est vrai que s'il faut que ça vive, il y aura de l'argent qui circulera, il faut pas le nier. Hein. Mais il faut savoir aussi respecter les engagements qu'on a mis au départ, quoi. Hein. Bon, là-dessus, on n'est pas sur des grandes échelles. Je pense qu'on a les moyens de réussir. Mais ça existe. Je pense que l'être humain est comme ça. Hein. Et puis, c'est un peu la vie d'un projet. Hein. Un projet, ça démarre, ça se développe. À un moment donné, ça tombe dans une routine. Ça sera peut-être à nous de devenir vigilants et cohérents par rapport à ce qu'on voulait faire au départ. Et puis, si ça prend trop d'ampleur ou ça correspond plus à notre objet de départ, faut savoir s'enlever et repartir sur autre chose, quoi. Hein. Là-dessus, faut être clair, quoi, je pense. C'est un engagement, hein. Voilà. D'autres questions, interventions, oui. Deux, trois réflexions sur ce film. J'ai beaucoup aimé le film, pose plein de questions. L'économie collaborative, je trouve ça passionnant. Je pense qu'il y a peut-être une chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'est jamais qu'à un élément d'une chaîne qui a commencé quand même il y a très longtemps. Les phalanstères du début du 19e, les coopératives, les mouvements mutualistes, le mouvement hippie, qui est une société de contre-culture dans les années 60. Je suis contre lui. Ah, ça va mieux ? Tu m'entends ? Oui, non, c'est Gérard qui montait le son pour toi, pour ce micro. On parle aujourd'hui de colocation, je vais parler de communauté dans les années 70. Bon, tout ça est une chaîne, il me semble important d'en être conscient pour éviter de tomber dans des ornières dans lesquelles des mouvements passés ont pu tomber. Deuxième chose que je trouve intéressante dans le film, et repartir sur ce qui t'a choqué, et qui m'a profondément choqué, cette petite entreprise de vélo. Moi j'étais coursier à la course quand j'avais 20 ans, je me suis retrouvé là-dedans. Rien de neuf sous le ciel bleu. Coursier à la course, c'est le travail à la tâche. Et empire même dans ce qu'on voit là, parce qu'il n'y a pas de protection sociale et quid des impôts. Et là, on pose de nouveaux problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, l'économie collaborative sans protection sociale, j'en veux pas. Clairement, j'en veux pas. On a suffisamment, les anciens se sont suffisamment battus pour obtenir une protection sociale digne de ce nom. C'est pas pour aujourd'hui risquer un accident de vélo et se retrouver avec rien. À l'hosto, obligé de payer soi-même, voilà. Et quid de la retraite plus tard. Donc pour moi, c'est des problèmes qui sont importants. Le problème du temps, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, tu es visiblement confronté à ce problème-là. Cette économie, elle demande énormément de temps. Qui peut se consacrer à ça ? Pourquoi ça démarre aujourd'hui ? Parce qu'on a conjonction d'un certain nombre de phénomènes, la fin des grandes idéologies toutes faites, qui pensaient tout, les grandes idéologies totalitaires, aussi généreuses soient-elles d'ailleurs. Deuxièmement, une précarisation de la société depuis 40 ans, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont disponibles à ça parce que simplement, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de job. Quand la jeune femme crache sur les 45 ans de boulot à vie, moi je veux bien, mais à l'époque, c'était quand même pas mal, 45 ans de boulot à vie. Moi, j'en ai fait 35 ans pratiquement, pas dans la même boîte, mais le même métier. Moi, je connais beaucoup de gens qui en sont encore très contents d'avoir fait 45 ans. Je connais des ouvrières en Bretagne dont on ferme l'usine aujourd'hui, après 35 ans, après 35 ans de boulot, elles ont l'impression qu'on leur arrache toute leur vie. Je trouve que c'est un peu facile quelque part. Il y a tout ce problème-là aussi. Participer, comme on dit, participer, ça demande du temps. Je veux dire, quelqu'un qui bosse 35 heures par semaine, qui la double journée de travail le soir, pour quelqu'un qui a un boulot, il bosse 40 heures, 45 heures, 50 heures. Moi, en tant que prof, c'était du 45 à 50 heures par semaine. Dire, trouver du temps pour aller participer à une coopérative, machin, truc et tout, c'est fantastique. Encore faut-il avoir l'énergie.
La motivation, alors quand on est militant, on a la motivation, mais pour le PQS, on n'a pas forcément cette motivation. Puis il y a les enfants, le soir, on a envie de s'en occuper. Donc c'est plein de problèmes comme ça. Je vais pas être Ok, Antoine, après Gérard, on va faire intervenir. Juste un dernier point qui est la question des impôts. Parce que tous ces gens-là utilisent les routes goudronnées, ils utilisent des trottoirs, ils utilisent de l'eau, mais c'est moi qui paie les impôts, pas eux. Enfin, je pense Un dernier point aussi, et je vais juste arrêter là aussi, l'économie collaborative, c'est bien beau, mais on utilise des TGV. Est-ce que ça peut fonctionner avec une économie collaborative? La jeune femme allemande, dans sa grande... Je suis un peu provocateur exprès, hein, parce que ça me semble important de pousser le bouchon jusqu'au bout, pour voir les limites aussi. Mais elle a des lunettes. On peut fabriquer des lunettes avec une économie collaborative. Elle a un joli... alors oui, elle fait sa bouffe, etc. Mais quand même, elle a une veste... Ça, c'est fabriqué en Chine. Hein. C'est pas fabriqué en économie collaborative. On peut la fabriquer etc., etc. Donc c'est tout un tas de problèmes comme ça qui sont plus ou moins abordés, pas toujours, et je pense à la question fiscale notamment. Merci Antoine. Alors, des réactions, l'un ou l'autre, qu'est-ce qui veut... Il y a plusieurs sujets là. Mais je crois que l'économie collaborative démarre dans cette nouvelle formule, dans cette nouvelle forme. Les règles vont se poser progressivement, ça a été dit par un intervenant. Il ne faut pas qu'elles se posent trop tôt, il ne faut pas non plus qu'elles arrivent trop tard en ayant fait trop de dégâts chez ceux qui travaillent. Et donc la difficulté, elle est toujours là, c'est de trouver une formule au bon moment pour remettre sur de bons rails finalement quelque chose qui se crée. Franck. Je pense que de toute façon, cette économie collaborative, après, il y a peut-être d'autres termes, hein, je ne sais pas, mais ça va se construire en avançant, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, ça va questionner forcément ce qu'on connaît, nos acquis. Moi non plus, hein, je ne suis pas pour faire travailler des gens sans sécurité, sans rien, quoi. Ça me paraît aujourd'hui un peu impensable et non respectueux de la personne. Mais justement, c'est en connaissance de cause, on peut peut-être trouver aussi autre chose. Je pense qu'on peut relier des choses, on peut trouver des systèmes où on peut réinventer ce monde du travail. Alors, c'est peut-être pas travailler 45 ans, ça sera peut-être travailler que 20 ans dans la même boîte, je sais pas. Mais la valeur travail reste importante. Hein. Je pense qu'elle n'est pas questionnée en tant que telle à travers le film. C'est plus dans ses modalités d'application qu'elle est questionnée. Et dans le projet qu'on essaye de mener à Draguignan, actuellement de toute façon il n'y a pas de salariés. Alors c'est vrai qu'à terme, un des objectifs, ça serait de créer des emplois, mais il n'est pas question de tomber dans un système Uber. Je pense qu'il y a un code du travail, il y a des choses qui sont régies. En tant que coopérative, on ne peut pas faire n'importe quoi, enfin sous couvert d'Antoine. Voilà, il y a... Enfin, je suis pas pour tout dans le mode collaboratif tel qu'il a été présenté là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il questionne en tout cas. Et je pense que la société a évolué sur des gens qui questionnent. C'est en gros le marginal qui fait avancer les choses. Hein. Nous, on est dans une norme, on respecte les règles, on utilise, on consomme, mais c'est celui à côté qui va venir nous questionner, qui va nous faire réfléchir et essayer de faire penser différemment. Donc je pense que ce type de projet, enfin nous, comme on essaye de le développer, c'est un peu aussi ça. C'est savoir comment on peut consommer différemment, autant avec les producteurs qu'avec nous en tant que consommateurs. Je ne reprendrai pas le terme hyper-consommateur, j'ai envie de dire meilleur consommateur, moi. Parce que je n'ai pas l'impression d'être un hyper-consommateur, ou en tout cas dans le projet qu'on a envie de développer, mais peut-être un meilleur consommateur. Voilà. À un moment donné, faire un peu plus attention à ce qu'on mange, comment on le mange, et autour de ça, comment on arrive à développer quelque chose ensemble. Parce que forcément, il jouera quelque chose ensemble au sein de la coopérative. Les gens vont se rencontrer, vont se questionner. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. C'est un peu une fourmilière d'idées aussi. Hein. Donc il est hors de question de remettre en cause des choses acquises. Enfin voilà, moi là-dessus je suis assez clair. Les faire évoluer, pourquoi pas. Hein. Mais nous, à notre petit niveau, je vois pas on va pas révolutionner le code du travail. Hein. Mais en tout cas, on s'adaptera peut-être à certaines contraintes de personnes par rapport au temps. Hein, on parlait de ce temps-là. Nous, on va demander 3 heures par mois d'intervention. Alors c'est vrai que des gens vont
me l'ont dit, hein, je n'aurai jamais le temps. Mais si on fait le compte du temps qu'on passe dans les grandes surfaces à faire nos courses et tout ça, on est largement au-delà de 3 heures. Enfin, je pense, hein, entre le transport, entre rester dans le supermarché, suivant les jours où on va, parce qu'on n'a pas tous l'opportunité d'y aller le jeudi après-midi où il n'y a personne. Hein. On se retrouve le samedi où il y a plein de monde, et voilà, donc les 3 heures sont vite passées. Hein. Non, mais pour ceux qui y vont, quoi, hein, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Allez-y. Juste, qu'est-ce qui vous différencie des halles qui existent déjà sur la route de Flyos? Alors les halles, c'est les producteurs, c'est ça, ce sont les producteurs hein, qui sont en vente directe. Ouais. Nous, on n'est pas producteurs, voilà. On va travailler avec des producteurs, donc ça va être l'idée d'un supermarché, voilà. Donc on fonctionnera entre guillemets comme un supermarché sur l'approvisionnement. On travaille avec des producteurs, des circuits courts ou des grossistes bio, voilà. Le principe, pour avoir des prix moins chers, c'est que les personnes viennent participer donc à hauteur de 3 heures par mois, ce qui fait tomber le coût de fonctionnement de la coopérative, donc du supermarché, forcément qui ne sont pas imputés sur les produits, de fait. C'est comme ça qu'on arrive à descendre. Et la marge, c'est une marge contrôlée par les membres. Les membres ont voté 20%. Dans le commerce, dans les grandes surfaces, on arrive à du 50, voire beaucoup plus des fois. Voilà. Et c'est de là-dessus que le prix est beaucoup plus bas qu'on peut trouver dans les circuits classiques, on va dire, bio. Voilà. On arrive à trouver, sur les expériences qui sont implantées, qui fonctionnent, ça va de 15 à 40% moins cher. Voilà. Pour 3 heures par mois, en gros, d'investissement. Voilà. Mais, et après, au-delà de ça, c'est ce que je disais, c'est tout ce qui se produit entre les personnes qui est intéressant. Voilà. Et avec les producteurs, hein, moi je mets vraiment les producteurs avec, parce que j'estime qu'on ne réussira pas si on n'a pas une bonne relation avec les producteurs. Voilà. Idem pour les AMAP, l'idée, on est en train de réfléchir comment on peut travailler ensemble. Donc l'idée, c'est pourquoi pas travailler avec leur surplus ou avec leur non vendu. Enfin bon, on est ouvert vraiment à toutes les questions et à toutes les opportunités possibles. Voilà, puisqu'en plus, on a cette chance que c'est un projet qui débute, donc on n'est pas ancré dans un voilà. Et vous serez au bio? Oui. On s'engage à travailler sur des produits bio ou assimilés, parce que derrière le bio, on a appris aussi qu'on pouvait avoir des mauvaises surprises. Hein. Le bio peut venir des pays de l'Est ou qui n'ont pas les mêmes normes que nous, voilà. Et tout ce qui est circuit court, producteur, voilà, on va essayer de vraiment développer ça. Parce que je pense que nous, un des arguments qu'on peut travailler avec les producteurs locaux, c'est qu'on peut travailler à l'année avec eux. C'est vrai qu'ici, on est quand même dans une région touristique où leur gros, on va parler du gros de leurs chiffres, en gros, leur gros de leur vente peut être l'été, printemps, enfin voilà. Et là, on pourrait essayer de travailler peut-être sur une continuité, sur voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on va découvrir avec eux. Hein. On n'a pas d'idée préconçue là-dessus. Hein. Voilà. Ou aussi, c'était l'idée par rapport à ces producteurs qui ont un point de vente. Tant qu'ils sont en point de vente, des fois, ils ne sont pas au champ, ils ne sont pas en train de ramasser, ou ils sont pas voilà, ils se relaient entre eux, mais pourquoi pas être un point de vente pour eux aussi. Enfin voilà, tout est ouvert, hein, on est vraiment là-dessus, on n'a pas d'idée préconçue. D'autres interventions? Chantal, là-bas. Jacques, devant toi. Jacques, là, regarde. Je vais vous demander par rapport à vos projets si vous aviez pensé à une monnaie alternative. Alors ça a été évoqué. La question c'était, avez-vous pensé à une monnaie alternative? Ouais. Alors oui, ça a été évoqué, et j'avoue, je n'ai pas été beaucoup plus loin parce que j'ai du mal à m'y repérer. Pourquoi pas? À terme, pourquoi pas? Mais je ne connais pas encore assez le sujet. Voilà, alors... On a une des membres qui s'y est intéressée à un moment donné. Je ne sais pas où est Carole. Voilà. Donc je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est vraiment le projet. Puis les membres choisiront à un moment donné si oui ou non on prend voilà, hein, ce type de monnaie. Alors ça peut être oui, comme ça peut être non. Là-dessus, c'est pareil. Hein, c'est pas encore défini. Actuellement, on va fonctionner avec la monnaie qu'on connaît, quoi. Puisqu'on a eu du mal à ouvrir notre compte en banque, donc on va en profiter un peu. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'acté là-dessus. Il n'y a rien d'acté. Pourquoi pas? Parce que je sais qu'il en existe, hein, en Provence, il y en a, hein, voilà. Mais j'ai pas eu encore le temps de rencontrer les personnes, de les contacter, et voilà, de savoir comment ça marche, comment ça pourrait se développer avec nous, enfin voilà. Donc si vous avez des adresses ou des personnes, je suis preneur. C'est toujours intéressant, en tout cas.
Enfin, pendant que vous cherchez vos questions, je vous relance. Est-ce que vous pouvez parler l'un et ou l'autre des Fab Labs et de l'économie de la fonctionnalité? J'ai entendu ça tout à l'heure. Les Fab Labs, on voit ça pousser un petit peu partout. Je ne les connais pas bien encore. Je sais qu'il y a un projet sur Kairos là, qui va voir le jour dans les semaines qui viennent. Donc je ne connais pas bien le sujet, je ne peux pas en parler. L'économie de la fonctionnalité, je connais mieux. Notamment, il y a une coopérative qui s'appelle Imatera qui travaille dans l'économie de la fonctionnalité. Ça consiste, alors c'est des mots compliqués, mais ça consiste tout simplement à passer sur un autre plan. C'est-à-dire, autant l'économie traditionnelle vend des produits, autant l'économie de la fonctionnalité va vendre un usage. Alors, un des exemples les plus connus, c'est Michelin qui vend des pneus traditionnellement et qui là donc a commencé à contractualiser avec des entreprises en vendant plutôt des kilomètres, c'est-à-dire qu'ils conservent la propriété des pneus, mais ils vendent à l'entreprise un usage sur un certain nombre de kilomètres. Donc ils vont regonfler les pneus, ils vont les enlever pour les rechapper au bon moment, parce il y a un bon moment pour le rechappage. Donc voilà cette économie qui est en train d'émerger, alors tout doucement aussi, et qui est un peu poussée par les pouvoirs publics. Je le vois sur les Alpes-Maritimes, puisqu'il y a des appels à projets communs région et ADEME qui sont lancés donc sur le département, et même je crois au-delà sur les autres départements de la région. Donc Michelin passerait à une attitude quelque part collaborative, j'ai presque envie de dire humaniste. Alors, non, évidemment non, je suis pas sûr que ce soit non, l'objectif, c'est pas ça, c'est qu'ils ont peur que leur échappe un marché qui est colossal pour eux, celui des pneus. Bien de préciser. Oui. Le but, il est purement capitaliste. Il est de vaincre dans le marché face aux autres. Non, ils ont peur simplement que des startups se mettent en place ou d'autres sociétés se mettent en place et captent ce marché de la fonctionnalité, ce marché de l'usage. Sachant qu'ils s'y retrouvent largement, puisqu'on estime, d'après les chiffres que j'ai vus, que leur marge est meilleure. Alors celle des clients aussi, il semblerait que les clients s'y retrouvent aussi en payant moins cher l'usage des pneus. Donc il y a d'autres produits de consommation qui peuvent être proposés. Donc il y a déjà les voitures, hein, ça existe, la location de voitures entre particuliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Blablacar, après le covoiturage. Vous pouvez en parler l'un ou l'autre? Moi, je suis un usager des deux, Blablacar. Pendant 5 ans, j'ai abandonné ma voiture. Je l'ai vendu ma voiture pour justement ne fonctionner qu'avec les voitures des autres. J'ai utilisé les prêts de voitures entre particuliers aussi. Donc ça marche très bien. C'est très facile. Oui, c'est vraiment une économie à découvrir et qui peut faciliter. On peut parfois, alors moi j'habitais dans une grande ville, donc c'était plus facile, c'était plus simple que de se passer de voiture, en tout cas en propriété. C'est un peu plus compliqué à la campagne, évidemment. Jacques? Non. Oui, moi je voudrais un peu rebondir aussi repartir un peu de l'intervention d'Antoine, de ce que j'ai discerné de profond dans ce qu'il a dit. Je trouve que le film, même s'il est très intéressant, comporte une lacune. Je trouve que ça aurait été intéressant d'interroger un syndicaliste. Parce que, bien sûr, les experts qui sont interrogés apportent des éclaircissements importants, mais on voit quand même que on est dans une période où le système capitaliste a à la fois fait perdre son sens à des milliers d'emplois et exerce une pression terrible sur les salariés grâce à la peur du chômage et de la précarité XXL que connaissent des millions de gens. Ce qui fait que dans le film, on discerne bien qu'il y a à la fois la recherche de sens
de la part des gens qui s'impliquent dans le coopératif, dans le collaboratif. À titre personnel, ça fait partie de ce qui me séduit dans le système des sociétés coopératives ouvrières de production. On y met du sens, on y met des valeurs. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas le faire avec, je dirais, n'importe qui. Et je rejoins tout à fait ce que disait Franck tout à l'heure là-dessus. Donc des gens qui recherchent du sens, mais aussi d'autres qui sont dans l'hyper-débrouille. Donc dans la grande précarité. Et finalement, je crains qu'il y ait, comme pour le bio par exemple, dont certains aspects ont été détournés, je crains que cette démarche coopérative, collaborative, généreuse, initiale, soit contournée, soit confisquée par une vision capitalistique qui, et on le voit en ce moment, aboutit à remettre en cause des pans entiers du Code du travail, où les gens sont finalement des tâcherons qui doivent venir avec leur outil de travail, entièrement entretenus par eux, au profit finalement au profit du propriétaire de l'entreprise. Et si je dis qu'il aurait été intéressant de solliciter des syndicalistes, c'est que je veux dire que parmi notamment ces livreurs de vélos, il y a pas si longtemps que ça, des mouvements de grève, des mouvements revendicatifs, visant à requalifier certains de ces emplois, notamment quand c'était du salariat qui était déguisé, pour pouvoir leur permettre de reconquérir un certain nombre de droits de base. Et du coup, cela aurait peut-être permis d'éviter d'opposer salariat classique et ce mode de travail qui parfois est choisi, parfois est subi, mais qui en tout cas, effectivement, comme le dit l'actrice à la fin, va imprimer notre quotidien pour les prochaines décennies et probablement durablement. Voilà, je pense que cet aspect-là aurait mérité d'être un peu plus approfondi. Franck. Oui, c'est vrai que sur ce rapport salarié, patronat, on va pas refaire l'histoire, c'est vrai qu'elle elle a existé, elle existe, elle existera. Nous, ce qui nous a séduit dans le principe de cette coopérative, c'est que chaque membre donc acquiert des parts sociales et un membre égale une voix. Et ça, peu importe le montant initial apporté. Voilà, quelqu'un peut acheter 500 € de part sociale, il aura le même nombre de voix que celui qui en a acheté pour 100 €. Donc, et chaque membre, du coup, devient copropriétaire de cette coopérative. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça va questionner aussi, en termes de gouvernance. On va apprendre à gérer, à gouverner ensemble, parce que chacun sera sur le même niveau, quoi. Ça peut être une des réponses. Elle n'est pas nouvelle, parce que ça existe depuis l'histoire des coopératives. Voilà, on n'invente rien de nouveau, mais c'est pour moi une des garanties de préserver cette cogérance entre nous, quoi. Il n'y aura pas un qui pourra prendre le dessus sur l'autre, voilà. Donc, en tout cas, nous, c'est cette modalité de réponse qu'on va mettre en place pour préserver ça, quoi, au sein de la coopérative. Alors, avec toutes les difficultés que ça aura, puisque on n'a pas forcément appris à gérer, à gouverner. On n'a pas forcément appris à décider ensemble, on n'a pas forcément appris à être en désaccord, mais puisque la majorité l'a voté, je vais faire en sorte que le projet se développe. Voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ce projet-là. Antoine, réaction sur l'intervention de Jacques? Oui, d'abord réponse et après on rebondit. Oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Les règles vont se poser. On le voit pour les livreurs à vélo, on le voit pour Uber. Il y a eu des grèves, il y a eu des grèves, pas des grèves, mais des manifestations pour essayer de faire avancer les droits des uns et des autres. Donc
je crois que c'est le process naturel. Hein. Il y a une nouvelle mode d'organisation, donc il y a un conflit qui naît parce que les uns sont exploités par les autres. C'est des schémas assez classiques. Après, il y a les règles, et en France, l'État, tôt ou tard, va intervenir pour fixer et améliorer ces règles de fonctionnement. Moi, je voudrais venir aussi sur l'esprit coopératif que je connais bien. Les coopératives qui sont dans mon périmètre, hein, il y en a à peu près une centaine. Elles sont de tailles très différentes. Alors c'est une voix en coopérative, c'est une personne, une voix, hein, c'est le principe. Mais c'est pas forcément, c'est pas parce que ce principe est beau qu'il est facile à mettre en œuvre, vous en doutez, et que c'est très important de le faire vivre dans la vie des coopératives. Alors quand on est une coopérative à 2, à 3, c'est facile, mais dès qu'on passe à 10, à 15, c'est beaucoup plus difficile à faire vivre, et il y a toujours des personnalités qui vont avoir tendance à prendre le dessus. Donc c'est quelque chose qui se fait vivre tout au long et qui se relance. Il y a des coups de mou, donc il faut l'esprit coopératif, c'est un bel esprit, mais qu'il faut faire vivre comme dans toute société humaine. Les travers des hommes font que faire vivre la collectivité n'est pas facile, mais c'est quelque chose de très important à maintenir tout au long de la vie des coopératives. Dans la salle, oui. Et après derrière. Vas-y. Je vais peut-être dire des choses qui sont redondantes ou qu'on a déjà dit, mais je m'interroge donc sur ce développement de ces coopératives. Plus près le micro. Le développement de ces coopératives, je m'interroge là-dessus, de ces scopes, de ces Fab Lab, je ne sais pas ce que c'est. Fab Lab. Enfin bon, je m'interroge et je me pose la question, est-ce que c'est pas ce développement n'est pas la résultante de l'échec d'un système antérieur qui existait et qui ne satisfait pas les gens. Et tout à l'heure, le monsieur parlait de la fiscalité qui est derrière. Il faut savoir que la nation, c'est une communauté. On pourrait être considéré tout un chacun comme un coopérateur. Pourquoi on n'arrive pas à faire fonctionner notre société comme si tout le monde était un coopérateur? Et moi, je suis prêt à payer mes impôts pour contribuer à faire fonctionner cette société, mais apparemment, je vois que peut-être il y en a qui rechignent à payer les impôts. Je vais revenir sur les monnaies locales. C'est un bon moyen d'éviter de payer les impôts. Donc, je suis absolument contre ce système-là. Au micro. C'est un bon moyen d'éviter que 100 € qui sont mis dans le marché le matin soient en Chine le soir. Bon. Il y aura un autre débat sur les monnaies locales. Antoine, il l'a déjà. Il pourrait nous en parler. La question, c'est la nation française, les 66 millions de Français pourraient être des coopérateurs, non? Pouvons-nous coopérer? Si le système était peut-être un peu mieux organisé, non? 66 millions d'individus ou 66 millions de coopérateurs, messieurs? Oui, alors les monnaies locales n'élutent pas l'impôt, hein, c'est simplement une technique, un mode d'encaissement qui est différent. Hein. En principe, on est censé déclarer, alors c'est comme des espèces, hein, il faut déclarer le chiffre d'affaires, hein, mais bon. Non, quel était le... Pourrions-nous être 66 millions de coopérateurs? Ce serait pas mal, hein, ce serait bien. Mais je crois qu'il y a une tendance de fond quand même des gens à vouloir plus de démocratie participative, à décider, à vouloir plus participer à la décision. On le voit au niveau des élections, je crois. En tout cas, des gens que j'ai côtoyés, des conférences auxquelles j'ai assisté, il y a une demande des gens de vouloir décider, parce qu'ils se rendent compte que la décision qu'ils ont en face est très imparfaite, donc ils veulent participer à la décision. Il y a des budgets de collectivités qui sont, de mairies, qui sont pour partie, je crois qu'à Paris, hein, c'est un exemple peut-être le plus célèbre, qu'une partie du budget est décidée de manière un peu plus démocratique, participative en tout cas. Donc je pense qu'il y a une tendance de fond à vouloir, est-ce que c'est une lame de fond, j'espère, mais j'en suis pas certain. Oui, la volonté de mieux
de prendre des décisions des lieux décideurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout un chacun ici, on n'est pas décideur et les décisions sont prises même dans les entreprises, non pas par des patrons, mais par des financiers qui sont au-delà de notre environnement. Une question derrière. Oui, donc moi, c'est par rapport à une... Micro bien près de la bouche. Comme ça, voilà. Oui. Oui, moi, c'est par rapport à une séquence du film. Donc, j'ai trouvé farfelu, pour j'emploie le mot farfelu, la séquence où la jeune femme fait 45 km pour aller acheter un plateau cuisiné chez un particulier. Bon, déjà, rien que pour l'énergie, le temps pris à faire ce genre de choses, alors que si elle apprend à cuisiner elle-même, ça serait peut-être mieux. Ou alors taper chez un voisin, parce que vous voulez bien me cuisiner quelque chose, ça me ferait plaisir, et puis je le paye, bien sûr. Et puis je vois aussi pour la protection de la planète, c'est une véritable pollution que se déplacer sur 45 km pour ce genre de choses, voilà. Tout à fait. Des réactions, messieurs, à vous? Oui, je crois que l'exemple était assez extravagant, c'est 90 km pour se nourrir. Je pense que c'est à dessein qu'elle a voulu quelque chose d'énorme pour critiquer l'économie collaborative par la même. Je voulais revenir sur la remarque de monsieur et... Je voulais simplement dire, moi l'explication que j'ai trouvée, c'est que le film a voulu démontrer qu'actuellement il n'y a pas de possibilité collaborative proche de chez soi. Pour manger et pour avoir des plats cuisinés. Et donc la seule solution qu'elle a trouvée, c'est à 45 km. Donc c'est à développer en tout cas. Moi je l'ai compris comme ça. Hein, on peut imaginer que dans un avenir plus ou moins proche, il y ait des solutions proches de chez soi où on trouve des plats cuisinés collaboratifs. Je pense qu'elle a voulu pousser. Je pense qu'elle a voulu pousser à l'absurde. Voilà le contexte actuel où le tout collaboratif n'existe pas et tout est à construire. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, quoi. Je l'ai visionné comme ça, quoi. C'est en cours de construction et elle a vraiment dans son film voulu faire voir aux personnes, bah voilà. Si on vit vraiment dans ce monde collaboratif tel qu'on l'imagine, on l'idéalise, on se fait quand même 90 km aller-retour, qui est complètement en adéquation avec ce qu'elle développe, enfin dans ses théories, quoi, sur l'empreinte carbone, sur le temps, enfin voilà, quoi. Mais je pense que c'est vraiment pour faire prendre conscience de l'absurdité du moment présent. Enfin, c'est ce qu'elle s'engageait au départ, de vivre vraiment que du collaboratif pendant 60 jours. Bah, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, quoi. Et pourtant, elle est à Paris, quoi. Hein. Elle est en région parisienne, avec toutes les possibilités qu'il y a, quoi. Donc, c'est vrai que ici, dans le coin, c'est encore plus difficile. Hein. Je préciserai qu'elle a fait ses recherches exclusivement, je crois, sur Internet. Hein. Oui, aussi. Oui, aussi. Un autre modèle de collaboration. Oui, collaboration. Il y a une autre intervention, Antoine, relativement brève. Oui, tu voulais revenir il y avait un complément de réponse d'abord, ici. Oui, le capitaliste d'aujourd'hui, il a évolué au fil du temps, et aujourd'hui on est en plein dans un capitalisme purement financier où ce sont les actionnaires plus que jamais qui décident, mais ils vont décider sur des ratios financiers, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une société non pas parce que ça fait sens dans l'évolution, dans la stratégie, mais parce qu'elle est revendable dans 4 ans avec une plus-value qui va permettre de doubler la valeur. Donc je l'ai vu. Et la façon dont les coopératives bancaires sont pilotées, alors non pas par les actionnaires, puisque les sociétaires, puisque c'est en principe eux qui devraient décider, mais par les dirigeants. C'est un raisonnement purement financier, de chiffre d'affaires, de rendement, de rentabilité. C'est le paroxysme du capitalisme. On arrive j'ai l'impression qu'on arrive au bout, quoi. Antoine, relativement court, s'il te plaît. Oui, c'est juste une question. Le film évoque à un moment donné le crowdfunding. L'un de vous deux pourrait en parler? Tu peux répéter crowdfunding, comment tu as dit? Oui, c'est crowdfunding. Okay. Le financement participatif. Voilà. Oui, Jacques, merci. Oui, le financement participatif. Alors, il y a plusieurs formules. Hein. Il y a le don, qui est pratiqué couramment. Il y a le prêt. Donc ce sont des individus, alors tout se passe par Internet, hein, par des applications, où les individus prêtent ou donnent des petites sommes
pour financer des projets. Alors des projets qui ont du sens souvent quand c'est du don, et des projets purement économiques, classiques, quand c'est du prêt. Par contre, ça, pour les entreprises, c'est pour certaines un accès plus facile au prêt que celui des banques. Donc ça se développe pas mal, mais je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup de sociétés de financement participatif qui sont rentables. Les éco-villages coopératifs, comme on l'a vu tout à l'heure en Allemagne, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a la capacité de s'y intégrer? Franck, Antoine? Ah oui, la question à se poser, c'est est-ce que demain on est capable, là, voilà, on est une trentaine, d'aller vivre ensemble? Sous quelle modalité? Sous quelle organisation? Je pense que ça serait pas simple. Sur la communication bienveillante. Sur, pardon? Je sais, formation à la communication bienveillante, parce que c'est violent sinon. Donc, j'avais encore une question, au fur et à mesure que le débat avance. J'ai du mal à voir ce qui rapproche l'ubérisation et votre projet, parce que votre projet part de la société, oui. Société civile, avec, pour éviter les pièges justement du capitalisme. Par contre, l'ubérisation, alors tout ça, c'est pour résumer, c'est de l'économie collaborative quand même. A priori, on rentrerait dans de l'économie collaborative. Après, moi, je me sens pas très proche de l'Uber. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est alors. Est-ce que quand Uber est arrivé en France, il s'est peut-être mis là-dedans puisqu'il y avait moins de règles, moins de cadres, et puis sous couvert de coparticipation de ces entre guillemets salariés, puisqu'ils ne sont pas salariés d'Uber. Voilà, mais je me retrouve pas dans les modalités d'Uber. Enfin, en termes de ce qu'on a vu là, hein, par rapport aux chauffeurs, je me retrouve pas du tout. Voilà. Après, c'est sûr qu'il a questionner peut-être le monde du transport, mais là je suis pas connaisseur. Qu'est-ce qui a chamboulé auprès des taxis? Voilà. Ça, je suis pas assez spécialiste là-dessus. Mais c'est vrai que le peu que j'en connaisse, je suis assez éloigné de ce que peut provoquer Uber à l'heure actuelle, quoi. Puisqu'il y a quand même des mouvements assez de mécontentement, quoi, à l'intérieur de cette, enfin, c'est même pas un organisme, de ce mouvement, quoi. Hein. Voilà. Donc j'espère qu'on tombera jamais là-dedans. En tout cas, on se battra pour. Antoine? Oui, simplement, je crois que c'est une question de terme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle l'économie collaborative, il y a aussi ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative et solidaire. Et c'est le mot solidaire qui apporte le sens. Oui, parce que Uber, oui. En parlant de deux mots, c'est une entreprise ah bah oui, capitaliste. Oui, purement. Ouais. Hein, c'est pas une injure de dire capitaliste. Non. Qui sous-traite avec des prestataires qui sont les auto-entrepreneurs, qui achètent leur véhicule eux-mêmes et qui font 70 heures par semaine pour pouvoir gagner, en gros, j'ai entendu ça, peut-être 1700 € par mois net, sur lesquels ils doivent payer des charges aussi. Donc c'est pas... pareil, c'est pas de l'économie collaborative. Hein. Il faut bien s'enlever le mot de la bouche pour ça. Hein. C'est de l'exploitation, c'est un petit peu une forme d'esclavage moderne. Oui, je pense qu'il a profité d'un mouvement comme ça. Enfin bon. On l'invitera hein, la prochaine fois. Il posera la question. Du coup, il y a eu la concurrence avec les taxis. D'autre part, il a été inventé le statut de VTC, je crois. Oui, c'est ça, oui. Hein, donc c'est un peu Uber, hein, VTC, hein, c'est Uber, je pense. C'est un statut spécifique qui vient d'être revu à l'instant, il n'y a pas longtemps, et on voyait le chauffeur qui disait, avant, je gagnais 8 € la course, maintenant c'est 5. Forcément, donc ça me fait 3,80 € net par voyage. Oui, effectivement, c'est pas beaucoup, mais c'est le système Uber. Oui, voilà, puis ce qui est gênant, c'est vraiment cette précarité, quoi, qui se joue... je pense que si on arrive à développer des projets dans ce type d'économie collaborative, c'est quand même pour un mieux-être.
Et c'est pas pour retomber dans de la précarité plus, quoi. Donc, bon. Donc non, on ne ressemble pas à Hubert. Jacques? Oui, Antoine, tout à l'heure, m'a semblé faire preuve d'un grand optimisme en disant que l'État allait réguler certainement un certain nombre de choses. Je voudrais le croire. J'ai l'habitude d'être optimiste. Mais là, je crois que je suis battu. Parce que, d'un certain point de vue, le fait que les conducteurs, dans le cas d'Uber, mais même les gars à vélo, peu importe, hein, soient propriétaires de leur outil de travail, soient contraints de l'entretenir. C'est-à-dire que dans les 1700 de salaire, il y a à déduire aussi les frais d'entretien de la voiture et de réparation. Ça les affranchit d'un certain nombre de règles liées à la sécurité du travail. Et je veux mettre un lien entre ceci, le développement de ce type de statut, d'activité, avec la disparition programmée des médecins du travail, la disparition des comités hygiène, santé au travail, CHSCT, et tout ça sur une volonté de l'État. Donc je pense au contraire qu'on a une tendance lourde qui vise à supprimer tout ce qui était garantie, conquise par les salariés au cours des décennies, siècles antérieurs, pour retourner vers un système à la tâche, esclavage moderne, je ne sais pas, mais enfin en tout cas un système à la tâche qui est quand même plus archaïque, et qui finalement dédouane le bénéficiaire d'un certain nombre d'obligations qui jusqu'ici lui étaient contraintes. Voilà. Pour l'instant, la dérégularisation du Code du travail à coup d'ordonnance, elle a quand même été faite par l'État. Et j'ai peur que ça continue encore quelque temps, à moins, on parle du 22 mars, mais ça suffira pas le 22 mars. Mais enfin, là pour le coup, je voudrais à nouveau redevenir optimiste. Pas à moins, à plus. Oui, je partage tout à fait ton avis. Hein. Non, ce que je dis simplement, c'est forcément ça va se réguler à un moment donné, et c'est l'État qui va prendre en main la chose, je pense, mais c'est sous la pression des travailleurs que ça va se réguler. C'est avant tout les blocages qu'ils ont faits, les manifestations qu'ils ont fait qui commencent à faire bouger. Je crois de toute façon que c'est la capacité que nous avons chacun d'entre nous à nous mobiliser sur le terrain. Et j'habitais Nantes très longtemps, jusqu'à il y a peu de temps. Et donc c'est la mobilisation que nous faisons sur le terrain, que c'est ça qui permet de faire avancer ou de bloquer les choses. Antoine? Oui, enfin la mobilisation, je veux bien, mais il ne faudrait pas qu'on fasse des retours en arrière terribles, parce que là, moi, quand je vois le système Uber, je pense à mon arrière-grand-père qui était mulquinier dans le Cambrésis à la fin du 19e siècle. Il travaillait dans un coron. Il travaillait de 6h du matin à 10h du soir. Toute la famille, y compris ses enfants, à partir de l'âge de 6 ans. Aucune protection sociale, c'était protégé. Exact, tout ce que tu disais, rien de neuf sous le ciel bleu. Il était propriétaire de son métier à tisser. Pourquoi? Et il a fallu, à partir de son époque à lui, il a fallu attendre 60 ans, les ordonnances de 45 pour avoir la sécurité sociale. Alors moi, il y a un truc là qui me... Je dis, dans cette économie collaborative, il y a des choses formidables quand on y rajoute le terme solidaire. Là, il y a des choses qui sont très intéressantes, passionnantes, à creuser, etc. Mais soyons très prudents quand même. On veut nous refiler avec des beaux décors, du beau ripolin, de la belle peinture, de très vieilles saloperies. Très vieilles. Et dont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont énormément souffert, ont mis énormément de temps à se dégager. Voilà, moi c'est un peu par ça que j'avais commencé au début. Aujourd'hui, on est une société qui a toutes ses imperfections. Le salariat, c'est une pourriture, on est tous d'accord là-dessus. Hein. C'est le salariat, c'est l'allocation de la force de travail. C'est jamais que de l'esclavage loué. On ne se vend pas, on se loue.
genre, de récupérer un peu notre force de travail de temps en temps. Quand Papa Marx n'a rien inventé et on n'a pas fait mieux depuis, de ce point de vue-là. Mais au moins, on avait réussi progressivement, à longueur de combat, à obtenir un certain nombre de régulations et de protections. Il faudrait voir, à ce que, oui, toutes ces grandes sociétés par action, tous ces grands possesseurs de capitaux, etc., viennent pas profiter. Ça fait 40 ans qu'ils travaillent à nous mettre dans une société de précarité. On n'arrête pas de nous bassiner avec le chômage en France, mais c'est partout. Moi, ce mot de chômage, je ne le supporte plus. En tant qu'enseignant, je l'utilise jamais d'ailleurs. Je lui dis à mes élèves, vous l'utilisez pour le bac. Le vrai terme, c'est précarisation. Après, il est déguisé d'un pays à l'autre. Mais cette précarisation, on la retrouve aux États-Unis, on la retrouve au Japon, on la retrouve en Angleterre, on la retrouve dans tous ces pays-là. C'est-à-dire, on vous prend, on vous jette, on vous prend, on vous jette. Moi, j'ai le privilège d'être dans un système où j'ai pu ne pas être jeté. Fonction publique française, c'est pas mal quand même. Vraiment un truc qui est intéressant. Mais les autres, ils sont jetés. C'était 40 ans. Et maintenant, on profite de cette précarisation pour nous refiler de très 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 vieilles salades, de très mauvais plats, sous des couleurs très neuves, très pimpantes, très, si on veut dire, un peu ce côté révolutionnaire. C'est super. Ouais. Les photos de Che Guevara, elles sont partout. Ça rapporte gros. Merci Antoine. Franck, Antoine. Bon. Enfin, ça, par rapport à ce retour là sur l'arrière, les vieilles salades, il y a une phrase, c'était l'inventeur du Polaroid qui disait l'innovation, ce n'est pas tant d'innover, mais c'est surtout d'arrêter d'avoir des vieilles idées. Voilà, je pense qu'on est en plein dedans. On n'innove rien, enfin, dans le projet qu'on est en train de mener, quoi. Je pense qu'on essaye de pas tomber dans des écueils, on essaye de pas reproduire des choses qui sont difficiles à mettre en place ou qui ont été plutôt des échecs que des réussites. Mais en tout cas, on fait. On essaye de faire. Je trouve qu'on a la chance de pas être dans une grosse dimension. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, 66 millions de coopérateurs. Oui, je pense que la taille a son importance, au moins pour un début comme ça, sur notre territoire. Mais à ce sujet-là, si vous souhaitez un peu plus de recherche, il y a 2 villes en France, je crois, qui existent sans maire. Voilà. Elles sont co-gérées. Donc il y en a une dans le Jura, je crois, de mémoire, et une autre, je ne sais plus où. Après, il y a une grosse expérience dans le sud de l'Espagne, qui est co-gérée par les habitants. Il n'y a pas de maire. Donc ça peut être intéressant, ça peut être aussi aller voir comment c'est possible. Et là, ils sont complètement coopérateurs. Ça veut dire que c'est eux qui gèrent. En Espagne, ils en sont jusqu'à l'attribution des logements. Ah oui, voilà. Mais en France, je ne connais pas. Si tu peux nous il y en a 2, ouais. Il faudrait alors, je ne sais pas si elles existent encore, mais elles ont existé, en tout cas. Ouais, c'est une voilà. Pas de commune sans maire, c'est pas possible. Si, il n'y a pas de maire, ouais. Ils ont il y a un deuxième statut pour la commune. Ils ont inventé quelque chose, voilà. Ils ont mis en place quelque chose, et ils questionnent en tout cas. Super. Voilà. Et celle de l'Espagne est beaucoup plus en avance. Mais eux, c'était une réponse au franquisme, à la sortie du franquisme. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on va essayer de pas faire, de mal faire, mais le droit à l'erreur existe. Je pense qu'on fera sûrement des erreurs dans notre projet. Après, je me dis, c'est une chance, on se connaît, forcément la taille fait. Moi je pense que cette notion de taille est importante dans ce type de projet, au moins au départ. Voilà. Après on sait qu'un projet ça vit, ça évolue. À un moment donné, ça perd peut-être de son sens de départ. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sera le moment de nous questionner et de repartir sur autre chose voilà. Mais là je fais confiance aux membres. C'est ce qu'on disait, c'est apprendre à être vraiment. C'est pas le tout d'être acteur, d'être coopérateur. Faut être aussi auteur de sa coopération. C'est comment je nourris, quel sens j'y donne. Voilà, comment je vais la faire vivre cette coopération. Et c'est pas simple parce qu'on apprend ça nulle part. Donc c'est aussi là un terrain d'expérience. Je pense que cette façon de voir l'économie nous permet de nous questionner à ce niveau-là, en tout cas. Et pourquoi pas après de voir plus haut dans les échelles. Mais au moins sur des petits projets, ça permet ça. Voilà, ce champ d'expérimentation est possible. Antoine, réponse à l'intervention d'Antoine.
Oui, je partage l'essentiel des idées. Après, on ne peut pas bloquer ce genre d'innovation dont on a cité Uber et Deliveroo. On ne peut pas les bloquer à la naissance. Après, on est dans un monde où c'est un perpétuel combat. On nous ressort des vieilles salades, c'est vrai, et on va se rebattre pour empêcher ou pour les transformer comme les anciennes, on les a transformées finalement. Donc, mais on ne peut pas bloquer à la base tout ce qui nous arrive. C'est un pays libre avec ses défauts, dans sa liberté économique et les excès de cette liberté. Oui, oui, dans la salle. Oui. Vous m'entendez comme oui. trop voilà. Bien. Donc, moi, je pose la question suivante, au lieu de me la poser, je la pose tout haut. Lorsque la jeune femme s'est rendue au bout de 45 km pour aller chercher ce plat, chez la dame sénégalaise, ce que je voudrais savoir au niveau légal, si ce genre d'action d'aller acheter de cette façon-là peut être pris pour un travail au noir que nous avons favorisé en allant acheter un repas par ce moyen-là. C'est-à-dire que la personne qui a perçu l'argent pour le repas, est-ce que, si elle fait ça souvent, puisque j'ai vu qu'elle avait quand même plusieurs petites barquettes de prêt, c'est considéré comme un travail au noir ou pas? D'accord. Est-ce qu'il y a danger de procéder de cette façon-là en France, vis-à-vis de la fiscalité? Je ne connais pas bien le sujet, mais il me semble qu'il y a des seuils, à ne pas dépasser. Mais on ne peut pas en faire une profession habituelle, et je crois qu'il y a des seuils qui viennent s'ajouter. Mais je ne suis pas sûr de la... Oui, c'est ça, oui, c'est... Je pense qu'en plus, si elle a été... si elle est autorisée à être filmée, c'est qu'elle est dans la légalité, à mon avis. Voilà, je pense qu'elle est peut-être auto-entrepreneur, parce qu'a priori, elle faisait des plats pour des collectivités, quoi, des assez gros nombres, donc... pour rejoindre ce que dit Antoine, et ça doit rejoindre un peu les ventes de voitures, quoi. Il y a des nombres limites. En tant que particulier, on peut vendre X nombre de voitures par an sans faire un commerce, quoi, hein. Voilà, donc je pense que ça doit être régi sur ce même registre. Voilà. Mais je pense qu'elle est en toute légalité, cette femme, à mon avis. Sur ça, elle prend un gros risque, quoi, d'avoir été filmée, puis... filmée, mais nous, en tant que spectateurs... Oui, on ne connaît pas assez les détails, c'est vrai qu'elle a... On ne sait pas du tout si c'est quelqu'un qui a joué un rôle pareil. On ne sait pas, c'est vrai que là... Oui, tout à fait. Donc c'est quand même un petit peu dangereux de ne pas connaître le fond, parce que si, comme on disait tout à l'heure, tous on est d'accord pour ça que le chômage est quand même énorme, et que les gens se débrouillent comme ils peuvent, si en se débrouillant de cette façon-là, on est dans l'illégalité, que tôt ou tard on peut se faire prendre et avoir des ennuis de fiscalité, je pense qu'il faut quand même être au courant de ce qu'on peut se permettre de faire en France ou pas, quoi. Moi, à mon avis, elle est déclarée en tant qu'auto-entrepreneur, hein, sur un registre de restauration rapide, enfin quelque chose comme ça, mais ou de livraison, enfin quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Puisque c'est le film débute comme ça aussi, hein, pour l'actrice principale, elle se déclare en auto-entrepreneuse pour faire son métier de livraison. Donc à mon avis, il y a un fil conducteur là-dessus sur ce fameux statut, quoi, d'auto-entrepreneur. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas les détails dans le film, c'est pas abordé, quoi. Alors, d'autres interventions pendant que notre ami Dany, le slam en rose, se prépare. Jacques. Peut-être peux-tu rappeler où et comment on peut avoir des informations sur la coopérative des Potirons? Alors, oui. Comme c'est un projet de départ, on n'a pas de publicité encore, mais donc on a... alors, on va utiliser, hein, on a une page Facebook. On nous a dit, puisque c'est vrai que c'est la première fois que j'en ouvre une, que ça pouvait servir à faire connaître la coopérative. Voilà. On a une adresse email. Si vous souhaitez, je pourrais vous les donner. Enfin, on la mettra sur le voilà, blog. Voilà, hein, vous aurez toutes les références. Après, pour l'instant, le siège est domicilié à Draguignan. Donc, on est en recherche de local, hein, de locaux, puisque actuellement, on a une quarantaine de membres qui sont régulièrement investis, hein, dans la démarche de cette coopérative.
volontairement restreint puisqu'on était dans cette période de création de coopératives, donc il n'y avait rien à vendre, il y avait juste des démarches administratives à produire. Voilà, donc là c'est vrai qu'on ouvre vraiment, on a demandé aux membres de faire connaître la coopérative et de fédérer des gens autour, parce que c'est vrai que ça va être un des éléments de réussite, c'est le nombre de membres. Malgré tout, il faudra quand même avoir un volume assez conséquent de membres si on veut pérenniser le projet. Voilà. Dès le moment où on aura le local, on s'installera, on aura toutes les bonnes volontés pour venir aménager, voilà, toutes les bonnes idées. On s'est basé à Draguignan. Pourquoi? La question a été posée, parce qu'on a des gens qui viennent de Fréjus, de Saint-Raphaël, donc de l'Orgue déjà, des Arcs, il y a des gens de Fayence qui veulent venir nous rejoindre. Donc c'est vrai que ça fait loin. Donc là, on va réfléchir, je dois les rencontrer prochainement. Pourquoi pas développer un peu quelque chose de similaire à Fayence? Peut-être pas tout de suite, mais si le projet marche, puisque on parlait des kilomètres. C'est vrai que Fayence, c'est pas à côté de Draguignan, même si c'est pas loin, mais c'est pas à côté. Voilà, donc on touche quand même une agglomération assez large, ce qui rend intéressant aussi le projet. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire connaître le projet, pour adhérer. Je mettrai en lien aussi les modalités, c'est l'achat de parts sociales. Voilà, donc la part nominale c'est 20 € et le minimum c'est 5 parts sociales. Voilà, pour devenir membre de la coopérative. À partir de là, vous venez partager notre aventure avec nous, avec plaisir. En venant avec ce que vous savez, en venant avec vos idées, vos questions et votre volonté, on en a bien besoin. Dans ces moments de début, c'est important. Jacques? Oui, une autre question, cette fois-ci plutôt ciblée pour Antoine. Les coopératives, on en parle souvent quand une entreprise ferme ou est en danger. Dans la région, on a l'exemple des Fralib qui se sont montés en coopérative. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait global, à l'échelle régionale ou nationale, de ce mouvement de l'économie sociale et solidaire comment se porte-t-il? Que représente-t-il en termes d'emploi de manière globale? Quel est ton sentiment après ton vécu professionnel sur le sujet? Les coopératives, les coopératives sous forme de SCOP, sociétés coopératives ouvrières de production, ou sociétés coopératives et participatives, comme on les appelle plus maintenant, puisque elles sont de moins en moins des entreprises industrielles, mais de plus en plus des entreprises de services, comme les autres entreprises. Ça représente pas un grand monde, c'est quelque chose comme un peu plus de 3000 entreprises en France. C'est à peu près un peu plus de 50 000 emplois. En région, dans le Var, il y a simplement 25 SCOP. Dans les Alpes-Maritimes, c'est un peu plus, une cinquantaine. Donc c'est encore un petit monde, mais qui se développe beaucoup depuis quelques années, à travers les SCOP, donc des entreprises pour les salariés, détenues majoritairement par les salariés, ou à travers des SIC, donc c'est l'autre forme coopérative. Donc ce sont des entreprises qui développent plutôt un projet local. Il y a, je pense, des coopératives en supermarché qui ont dû se créer en SIC, à mon avis, où là ça mêle des porteurs de projets, éventuellement des salariés s'il y en a pour les grosses structures, mais aussi des producteurs, et puis les consommateurs qui sont sociétaires. Donc c'est une des formules qui existent. Donc c'est un monde qui se développe. Je crois qu'il y a un petit vent nouveau qui se lève sur l'esprit coopératif. Donc cette recherche de plus de démocratie participative, de plus de volonté des gens de décider eux-mêmes, de mener des projets sur leur territoire. Donc il y a un petit vent nouveau et sur les 3 dernières années, les coopératives ont bien progressé. Et ça continue. Et vous pourriez d'ailleurs être les ambassadeurs des coopératives. J'ai apporté quelques petits livrets que je peux vous distribuer si vous voulez, parce que vous connaissez peut-être un dirigeant qui va partir à la retraite, qui pourrait céder son entreprise à ses salariés. Vous connaissez peut-être des gens qui veulent créer des entreprises à 2, à 3, et ils peuvent le créer en coopérative. D'autres, tu veux
intervenir, Jacques? Oui, encore. Je disais que cette plaquette, on pourra la mettre sur le blog. Oui, si c'est en numérique, oui, je suppose. Il y a des formules en numérique, voilà, oui. Voilà. Moi, je voudrais rebondir sur l'esprit coopératif en citant deux faits. Le premier, c'est qu'alors il y a un café associatif qui s'est monté il y a 1 an environ, hein, qui s'appelle l'Embarcadère, hein, au cas où vous ne le sauriez pas, et qui va au-delà du café, hein, parce qu'il sert aussi de camp de base, je dirais, pour des conférences, des interventions, etc. Bon, donc nous on est tout à fait pour. Hein. Et la deuxième référence à l'esprit coopératif, je la ferai aussi en direction de ce qui se passe depuis quelques années au niveau des ZAD, des zones à défendre, hein, qui pour certains sont uniquement des lieux où il n'y a que des gauchistes révolutionnaires illégaux et illégitimes, voire, mais pour d'autres, et notamment pour ceux qui y vivent, correspondent à une nouvelle façon d'envisager le vivre ensemble. Voilà. D'ailleurs, on va voir, donc, quand on va parler de Bure lors de notre prochain débat, on abordera cette question-là. Est-ce que ça a à voir avec ça aussi, Antoine, les ZAD, ce renouveau de l'esprit coopératif? Alors, je connais un peu celle de Notre-Dame-des-Landes. Alors c'est un monde qui est quand même très divers, il y a un petit peu de tout parmi ceux qu'on a appelés les zadistes, il y a des radicaux, il y a des violents, il y a beaucoup d'écolos, purs, très purs, des marginaux, qu'on appelle des marginaux. Ce sont des gens qui veulent, pour certains, pour une bonne partie d'entre eux, mener un projet collectif, et en le créant de toutes pièces, sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Mais il y a vraiment, j'assiste à un documentaire à Nantes, projeté avec des zadistes qui étaient intervenus. Une bonne partie d'entre eux ont un bel esprit et veulent créer quelque chose de coopératif. Hein. Ouais, tout à fait. D'autres interventions? Bien, on va demander à notre ami Dany de bien vouloir nous offrir sa prestation collaborative, gratuite d'ailleurs, que on la rémunère, nous, en la mettant sur notre blog. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein, merci Dany. Donc, si tu veux te mettre entre nos deux invités. Merci. Et on va bonsoir. Profiter de tes neurones et de tes écrits. Oui, merci. Moi, c'est Slam en Rose. Donc, la rémunération, ça sera votre écoute. Alors, c'est un petit résumé de ce que j'ai entendu à ma manière. Dans la jungle coopérative, coopère active, actif, coopère récréative, coopère créatif. D'une scope à l'autre scope, pousse, intérêt et capital. Économie collaborative. Avant, c'était collaborateur, rateur. Aujourd'hui, acteur, actrice. Plus consommateur, nous sommes acteurs. Participation, producteur, productrice à l'écran, plus à cran. Monnaie alternative, un cran de plus. Michelin, rechappe un peu, un pneu avant que ça s'échappe. De salariés précaires à entrepreneurs précaires. Coopérative, copropriétaire, les membres, les voix. Ok, chorale, chef de chœur, a-t-il du cœur? 45 km à pied, ça use. La fin ne justifie pas toujours les moyens. Financement participatif, être prêt, prête pour le prêt. Je fais mon beurre chez Uber. Uber ubérise l'action. Taxi fait la course. Coûte 5 balles. L'État régule, repeint, envers, à l'envers quoi? Capitaux, chômage, ils ont le blé, reste le chaume. Le chaume, c'est bon pour toi, pour le toit de chaume. T'es à l'abri. Projet coopératif, être auteur, à la hauteur. Place sénégalais, Sénégal, c'est légal. À la COP, les potes iront, ils seront pas marrons, potimarrons.
Scop zigzag, zadisme coopératif. Pardon, j'ai mal dit. Scop zigzag, zadisme coopératif. Merci Franck Antoine, nos coopérateurs actifs de ce soir. Merci. Bravo Denis, merci. Alors je vous demande de bien vouloir remercier nos deux intervenants, Franck et Antoine. Est-ce que vous avez une dernière intervention, déclaration? C'est bon, vous nous avez tout dit. Antoine, oui. Eh ben, ça me rappelle les conférences auxquelles j'assistais régulièrement à Nantes sur des tas de sujets, démocratie participative, notamment c'était le sujet de l'année dernière. Donc ça fait toujours du bien de participer à ce genre de manifestations. Franck, le mot de la fin. Le mot de la fin? Non, il n'y a pas de fin, justement, c'est qu'un début. Voilà. Donc bienvenue dans le projet. Et bonne fin de soirée. Merci. Gérard, tu veux rappeler la prochaine soirée? Eh bien, la prochaine soirée, c'est donc le 16 mars, ici même, avec le film Allure pour l'éternité. Donc, nous parlerons de déchets nucléaires à ensevelir sous terre. Et je vous rappelle, le 25 mars, pour ceux qui veulent bien, qui voudront bien se déplacer, au cinéma La Tomette de Salerne, le dernier film de Yanis Yuluntas, L'amour et la révolution. Tout un programme.